Habituellement, quand on étudie un projet d'ingénierie complexe, enfin, je pense à la construction d'un viaduc, par exemple. Oui, ou même le tracé d'une nouvelle ligne ferroviaire, tout à fait. Voilà, exactement. On s'attend à une certaine rigueur mathématique, en fait. Tout est chiffré, pesé, calculé au millimètre pour s'emboîter à la perfection. C'est ça. Si une structure doit supporter un certain tonnage, les ingénieurs utilisent les matériaux adéquats. Et la communauté scientifique tombe globalement d'accord sur les lois incontournables de la physique, non? Absolument. La réalité matérielle s'impose d'elle-même, disons. Il y a une vérité universelle, tangible, sur laquelle tout le monde est obligé de s'aligner pour que l'édifice tienne debout. Or, il se produit un phénomène vraiment fascinant quand on applique cette même exigence à la gestion d'une métropole de plus de 2 millions d'habitants. Surtout à l'aube d'une élection municipale majeure, comme celle de Paris en 2026. C'est exactement le sujet. Parce que soudainement, les lois de la physique budgétaire deviennent, disons, incroyablement élastiques. Très élastique, oui. On regarde très exactement les mêmes rues, les mêmes infrastructures, les mêmes bilans comptables, et pourtant, les diagnostics posés sont si radicalement divergents qu'on a la sensation d'étudier des planètes totalement différentes. En fait, c'est toute la puissance du prisme idéologique. C'est-à-dire, Eh bien, les données brutes ne changent pas, mais la lentille à travers laquelle on les observe produit des réalités diamétralement opposées. Les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes, ce sont vraiment les valeurs politiques qui les font résonner. ce qui définit très précisément la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, l'objectif de ce décryptage, c'est de confronter ces visions dans un but purement pédagogique et bienveillant. Une sorte de boussole pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Une boussole à l'attention des électeurs parisiens et plus largement de tous ceux qui se passionnent pour l'avenir des grandes métropoles mondiales, parce que nous avons sur la table une pile assez massive de propositions électorales. Je confirme, la pile est haute. Nous avons les programmes détaillés de Rachida Dati, de Pierre-Yves Bournazel, de Sophia Chikirou pour la France Insoumise, On a aussi Emmanuel Grégoire. oui, et Sarah Knafo pour Reconquête, Thierry Mariani pour le Rassemblement national et l'UDR, sans oublier bien sûr les propositions de l'extrême gauche portées par Maël Pierre-Auguimbo et Marielle Solny pour Lutte ouvrière. C'est un spectre politique complet, en fait. Allons de la gauche radicale à l'extrême droite, avec des projets de société qui, disons-le, entrent en collision frontale sur presque tous les sujets. Et justement, pour être parfaitement clair avant de plonger dans l'ingénierie de ces documents très chargés politiquement, notre rôle aujourd'hui est d'agir comme traducteurs d'idées, de manière strictement neutre. C'est fondamental de le rappeler. Oui, nous ne prenons aucun parti, nous ne soutenons aucun de ces candidats, et bien évidemment, nous ne cautionnons aucune des idéologies présentées. Tout un feu. Notre exercice consiste uniquement à placer leurs équations financières et leur vision sociétale sous le microscope. De là la manière la plus impartiale possible, voilà. Le jugement final appartient entièrement à notre public. Alors le cadre est posé, et la première étape logique pour analyser des promesses électorales, qu'il s'agisse de dépenses pharaoniques ou de coupes drastiques, c'est d'ouvrir le capot de la machine municipale. Ce qui me semble incontournable. Oui, parce qu'il est impossible de comprendre les projets d'avenir sans analyser la mécanique financière actuelle de la capitale. D'autant que cette mécanique semble sur le point de s'enrayer si l'on en croit certains diagnostics. Abordons donc notre premier grand thème, le gouffre financier de Paris, ou du moins la perception de ce gouffre. Le fameux débat sur la dette. Exactement. La dette de la ville est estimée par la Chambre régionale des comptes et les différents candidats entre 10 et 12 milliards d'euros pour l'horizon 2026. Ce qui est un chiffre colossal sur le papier. Oui, et Pierre-Yves Bournazel avance une statistique pour frapper les esprits. Il dit que cela équivaut à 5 000 euros de dette par habitant. Il agite même le spectre d'un dépôt de bilan. C'est ça. Ce qui amène très souvent cette fameuse analogie, vous savez, l'analogie du ménage qui aurait utilisé toutes ses cartes de crédit jusqu'à atteindre un plafond critique et qui serait incapable de rembourser le capital. Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est que cette analogie est très efficace politiquement, mais d'un point de vue purement économique, elle mérite vraiment d'être déconstruite. Ah oui, pourquoi ? Il faut comprendre pourquoi le camp de la gauche, et particulièrement Sophia Chikirou, rejette catégoriquement cette image de la carte de crédit plafonnée. En fait, la mécanique de la dette publique ne fonctionne pas du tout comme celle d'un foyer. C'est vrai qu'une ville ne fonctionne pas comme une famille. Absolument pas. Un ménage a une durée de vie limitée, des revenus plafonnés. Une métropole comme Paris, en revanche, existe à perpétuité et elle possède un pouvoir régalien majeur.
le pouvoir de lever l'impôt. Exactement, le pouvoir de générer de nouvelles recettes. Donc si je comprends bien, pour la gauche, comparer la ville à un foyer surendetté, c'est un non-sens économique délibéré. C'est leur argument central en tout cas. Le programme de Chikirou souligne que si cette dette représente environ 85% du budget parisien, la perspective change du tout au tout si on regarde au-delà de nos frontières. Elle compare avec d'autres grandes métropoles mondiales. Oui, la dette de New York équivaut à 95% de son budget et celle de Londres atteint carrément les 200%. Ah oui, effectivement, ça remet les choses en perspective. Dans cette logique pour la gauche, l'austérité n'est pas une nécessité mathématique. C'est un choix idéologique. Ils considèrent la dette comme un levier financier parfaitement rationnel. Emprunter pour investir, en somme. Voilà. Emprunter pour investir dans des infrastructures écologiques, des logements sociaux ou des crèches. Pour eux, c'est créer de la valeur à long terme qui, disons, justifie largement l'emprunt initial. Je me fais l'avocate du diable une seconde, parce que cette idée de bonne dette a quand même des limites matérielles. Bien sûr. Même si on admet qu'une ville ne meurt jamais, Rachida Dati pointe un chiffre qui ne relève pas de la théorie. La charge de la dette coûte près de 540 millions d'euros par an aux contribuables parisiens. Un demi-milliard, juste pour les intérêts, oui. C'est de l'argent pur et simple qui s'évapore en fait. Ça ne finance ni les écoles, ni les routes. Et Sarah Knafo ajoute que le déficit opérationnel qui est d'1 milliard d'euros par an creuse le trou beaucoup plus vite qu'il ne se remplit. C'était vrai. À quel moment le levier d'investissement se transforme-t-il simplement en un poids mort qui paralyse le fonctionnement quotidien ? Eh bien, c'est toute la faille pointée par la droite. Pour Dati et Knafo, ce n'est plus un investissement du tout. C'est une spirale d'étouffement. Mais cela nous place face à un véritable casse-tête. Logique, non ? C'est-à-dire, Si le diagnostic de la droite exige de résorber d'urgence cette dette colossale, comment peuvent-ils, dans le même souffle, promettre de maintenir les services tout en réduisant la pression fiscale ? c'est l'incohérence apparente que nous devons décortiquer. Regardons le programme de Sarah Knafo, par exemple. Elle fait un constat très visuel. Graphique en moi, elle démontre que la taxe foncière, dans un quartier populaire comme la rue Marx-Dormeau, est devenue plus punitive qu'elle ne l'était sur la luxueuse avenue Montaigne il y a 15 ans. C'est un argument de campagne très fort. Oui, et sa solution, elle propose de diviser par 2 le taux de cette taxe foncière dès 2026 et même d'envoyer un chèque pour rembourser la hausse de 60% de l'année précédente. Ce qui a un coût astronomique. L'impact budgétaire frôle le milliard d'euros de recettes en moins par an. La mathématique ne tient pas, à moins d'utiliser une tronçonneuse dans le budget de fonctionnement, en fait. Et c'est exactement ce que prévoit la droite. Le camp conservateur ne cache pas du tout son intention de provoquer un véritable choc de gestion. Un choc de gestion, carrément. Mais oui, et Pierre-Yves Bournazel est sans doute celui qui pousse l'exercice le plus loin, avec un plan de 4,2 milliards d'euros d'économie. 4 milliards, point 2. Mais c'est énorme. La mécanique qu'il propose s'apparente à une véritable purge administrative. Mais où trouve-t-on 4,2 milliards d'euros sans éteindre l'éclairage public ou fermer des bibliothèques ? Comment on opère une coupe de cette magnitude ? En s'attaquant au train de vie de la machine municipale elle-même. Bournazel détaille ce qu'il appelle une opération main propre. Ah, le terme est fort. Qu'est-ce que ça inclut ? Il veut diviser par 2 le nombre d'adjoints au maire et de collaborateurs de cabinet. Mettre fin à la flotte de véhicules de fonction avec chauffeur et supprimer les publications municipales coûteuses. Juste en coupant dans ce qu'on pourrait appeler les frais de structure ? Voilà. Et rien que sur ce volet de fonctionnement pur, la mécanique dégagerait environ 120 millions d'euros. Il propose même d'organiser des hackathons semestriels. Des hackathons ? Pour les finances publiques. Oui, l'idée c'est de réunir des experts de la donnée pour traquer les lignes de gaspillage et les fraudes dans les méandres du budget municipal. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'au-delà de cette réduction des dépenses de fonctionnement, il y a une cible idéologique majeure, et elle est partagée par Bournazel et Dati. C'est la fin des programmes de préemption de logement. Un point technique mais crucial. Oui, ça mérite qu'on s'y arrête pour bien comprendre la mécanique. Actuellement, la ville utilise son droit de préemption pour se substituer à un acheteur privé lors d'une vente immobilière. Le but étant de transformer ce bâtiment en logement social. Pourquoi la droite veut-elle stopper cela net ? En fait, pour 2 raisons. L'une est financière, l'autre idéologique. Commençons par les finances alors. Financièrement, Bournazel estime que l'arrêt de ces acquisitions permettrait d'économiser près de 2 milliards d'euros sur la durée du mandat. De son côté, Dati table sur 250 millions d'économies annuelles. C'est une manne financière considérable.
Et sur le plan idéologique? Idéologiquement, la droite soutient que ce mécanisme de préemption fausse complètement les lois du marché. C'est-à-dire qu'en retirant constamment des biens du marché privé, pour les basculer dans le domaine public, la ville assèche l'offre disponible pour les classes moyennes. Exactement. Le résultat, selon eux, c'est une pénurie artificielle qui fait flamber les prix des logements restants. Donc, arrêter la préemption, c'est relancer la fluidité du marché privé. D'ailleurs, en parlant d'intervention sur le marché, il y a une ligne dans le programme de reconquête qui m'a fait sourire par son audace technologique. Ah, je crois savoir de quoi vous parlez. Sarah Knafo propose de permettre le paiement du stationnement parisien en Bitcoin. Ouais, une mesure assez inattendue. L'idée serait d'encaisser une perte de recettes immédiate de l'ordre de 300 000 € en pariant sur le fait que la crypto-monnaie prendra de la valeur dans le temps et donc générera des plus-values pour la ville. L'intention est très clairement d'envoyer un signal de modernité absolue au secteur de la tech. Mais bon, la mécanique comptable pose quand même de sérieuses questions. C'est un cauchemar pour un directeur financier. Il suffit d'imaginer un automobiliste qui paye son parcomètre le matin et, à cause de l'extrême volatilité du Bitcoin, ce même stationnement a virtuellement coûté 500 € à la ville à l'heure du déjeuner, juste parce que le cours s'est effondré. C'est clair que c'est un pari spéculatif très inhabituel pour des deniers publics. Oui, refermons la parenthèse technologique. Si l'on bascule sur l'autre rive de l'échiquier politique, comment la gauche compte-t-elle financer ses propres projets d'envergure, si elle refuse catégoriquement ce scalpel budgétaire et la baisse des impôts ? Eh bien, l'ingénierie financière de la gauche, portée notamment par Sofia Chikirou, prend le contre-pied total. Plutôt que de sabrer dans les dépenses, on cherche des recettes inexploitées. Et où vont-ils chercher cet argent ? Le premier axe est très politique. Exiger que l'État rembourse ce que la gauche considère comme une dette due à Paris. Le but est de compenser la baisse historique des dotations nationales. C'est-à-dire aller faire le sillage de Matignon pour récupérer des fonds ? Mais ils ont aussi des outils plus locaux en tête, non? Oui, ils ciblent l'optimisation fiscale des particuliers. Le programme prévoit une traque, à la fois technologique et administrative, de la fraude aux résidences secondaires. Les fameux logements faussement déclarés vacants. C'est ça. Certains propriétaires se déclarent frauduleusement en logement vacant pour échapper aux surtaxes. Mais j'ai vu une autre mesure, et c'est sans doute la trouvaille la plus intéressante sur le plan de la mécanique financière. C'est la création du livret Paris Solidarité. Ah oui, le livret Paris Solidarité. Comment cela fonctionne-t-il exactement? C'est une sorte de banque municipale? En quelque sorte, oui. L'idée est de s'appuyer sur le crédit municipal pour capter directement l'épargne des Parisiens, en contournant les banques privées traditionnelles et leurs taux d'intérêt souvent élevés. Donc, les habitants placeraient leur argent sur ce livret local, et l'argent servirait à quoi ? Ces fonds serviraient exclusivement à financer la bifurcation écologique, l'isolation des bâtiments publics ou la construction de crèches. C'est vraiment une tentative de créer un circuit financier fermé et vertueux qui serait basé sur l'emprunt citoyen direct. C'est un changement total de philosophie par rapport au recours classique au marché financier. Complètement. Et alors, si l'on s'aventure du côté de l'extrême gauche, avec Maëlle Pierrot-Guimbaud et Marielle Saulnière de Lutte ouvrière, le mot même d'ingénierie financière semble disparaître du vocabulaire. C'est vrai. On n'est plus du tout dans une discussion sur l'équilibre des tableurs Excel de la mairie. Le changement de paradigme est absolu. Pour l'extrême gauche, la question n'est pas de savoir comment équilibrer les finances municipales, ni même comment réguler le marché immobilier. Non. Leur postulat de base, c'est que le marché capitaliste de l'immobilier est toxique par nature. Donc, face à la liste d'attente de 300 000 demandeurs de logements sociaux à Paris, ils ne proposent pas de construire à crédit ou d'augmenter la taxe foncière. Ils proposent la réquisition pure et simple des logements vides. Ce qui explique pourquoi ils parlent de réquisition plutôt que de taxation. Parce que taxer, c'est encore accepter les règles du jeu capitaliste. Exactement. Réquisitionner, c'est une action de force qui contourne totalement le marché. C'est un programme de lutte des classes appliqué frontalement à la gestion locale. Cela inclut l'annulation des hausses de loyers en HLM et, comme le propose Marielle Saulnière, l'interdiction des licenciements avec répartition du temps de travail. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette plongée dans les finances, c'est qu'aucun de ces milliards n'est abstrait. C'est le point central de tout ça. Qu'il s'agisse de l'argent économisé à la hache par la droite ou des fonds mobilisés par la contrainte et l'emprunt par la gauche, l'objectif final reste le même, transformer l'espace physique, le quotidien visible dans la rue. Et c'est la transition parfaite, car les électeurs ne croisent pas des lignes de crédit en allant chercher leur pain. Non, ils croisent des poubelles, des trottoirs, des policiers et des crèches. Et c'est là que les idéologies budgétaires prennent vie.
Examinons donc la traduction de ces budgets dans le quotidien, en commençant par le dossier peut-être le plus explosif, la propreté. Rachida Dati utilise une statistique redoutable en affirmant qu'il y a plus de 6 millions de rats à Paris. 6 millions, c'est un chiffre qui marque les esprits. C'est presque 3 rongeurs pour chaque habitant intramuros, en fait. Face à cette situation de crise sanitaire dénoncée par la droite, comment propose-t-il de modifier la mécanique de collecte des déchets? La réponse de la droite s'articule autour d'un principe très clair, la privatisation, ou disons, l'externalisation complète. Comment ça fonctionne aujourd'hui, pour rappel? Actuellement, la collecte parisienne est un système hybride. Elle est gérée pour moitié par des agents publics municipaux et pour moitié par des prestataires privés, selon les arrondissements. Et donc, la droite veut tout basculer au privé. Bournazel, par exemple, s'appuie sur une mécanique de marché simple, la mise en concurrence. Pour faire baisser les prix. Exactement. Selon ses calculs, la délégation totale au privé permettrait d'abaisser le coût de la collecte de 16% en moyenne. Extrapolé sur la totalité de la ville, cela représenterait un gisement d'économie estimé à 740 millions d'euros. Privatiser pour mettre sous pression les coûts et standardiser le service, quoi. C'est la logique d'entreprise classique. J'imagine que pour la France insoumise, confier la salubrité de la ville à des acteurs cherchant la rentabilité, c'est une ligne rouge absolue. C'est même plus qu'une ligne rouge, c'est un rejet viscéral. Sofia Chikirou et la gauche sanctuarisent ce secteur. Que propose-t-il à la place ? Pour eux, le problème ne vient pas du statut des éboueurs, mais d'un manque criant d'investissement. Ils exigent un service 100% public. En supprimant totalement la part du privé, donc. Oui, ils arguent que c'est l'unique manière de garantir des conditions de travail dignes aux agents de nettoyage. La logique sous-jacente, c'est que la salubrité publique ne doit pas générer de dividendes pour des actionnaires privés. Parce qu'ils estiment que la recherche du profit nuit au service public. Exactement. Pour eux, chercher le profit mènera inévitablement à la dégradation de la qualité du service rendu ou à l'exploitation des travailleurs. Cette fracture idéologique entre le public et le privé, on la retrouve également sur un autre aspect fondamental de l'espace urbain. La sécurité. Un autre grand classique des campagnes municipales. Rachida Dati n'hésite pas à parler de zones de non-droit. La mécanique qu'elle propose pour y remédier est plutôt musclée. Elle veut bâtir une police municipale de 5000 agents, armés, dotés de compétences élargies et supervisés par un réseau massif de 8000 caméras centralisées. On est dans la projection très classique de l'ordre régalien à l'échelle locale. Oui, mais il y a un programme qui pousse l'intervention sur l'espace public beaucoup plus loin, c'est celui de Thierry Mariani. En effet, le Rassemblement national et l'UDR opèrent un glissement de la sécurité pure vers des questions d'identité et de géographie sociale. Et c'est là que l'analyse spatiale des politiques publiques devient particulièrement intéressante à observer. Mariani propose d'agir directement sur les infrastructures d'accueil, c'est ça? Oui, tout à fait. Et je réitère ici que nous décortiquons ces propositions sans la moindre validation morale ou éthique, uniquement pour comprendre l'impact concret des différents bulletins de vote. Alors, comment se traduit cette vision spatiale? Eh bien, la proposition de Mariani consiste à fermer purement et simplement les structures municipales destinées aux migrants, à l'image de la Maison des réfugiés. Dans quel but précis? La mécanique affichée est claire, supprimer ce qu'il appelle les points de fixation pour décourager les arrivées. Il va plus loin sur les symboles culturels et religieux aussi, n'est-ce pas? Oui, il souhaite instaurer l'interdiction du voile islamique dans les bâtiments gérés par la ville, ce qui redessine complètement les règles de l'apparence dans le service public local. Et concernant la crise du crack et de la toxicomanie qui est un énorme enjeu à Paris. Là où Dati dénonce un abandon des quartiers, Mariani propose, lui, de fermer définitivement les salles de shoot. Ces salles qui ont pour but de réduire les risques, mais qui, selon lui, maintiennent l'usage dans l'espace urbain. Il propose quoi à la place, Sam? Il préconise la création d'un centre unique de sevrage, situé hors des quartiers résidentiels, couplé à une tolérance zéro dans la rue. On perçoit très clairement comment le bitume parisien devient le réceptacle d'idéologies en confrontation totale. Mais l'espace public, ce n'est pas qu'un terrain sécuritaire, c'est aussi un milieu de vie pour les familles. C'est un enjeu démographique majeur d'ailleurs. Oui, surtout quand on sait que le coût de la vie chasse les familles de la capitale année après année. Comment les candidats comptent-ils stopper cette hémorragie? Le nerf de la guerre pour retenir la classe moyenne et les travailleurs à Paris, c'est la petite enfance. Emmanuel Grégoire met particulièrement l'accent là-dessus. Oui, il déploie une stratégie très ciblée sur les quartiers populaires. Il annonce le recrutement massif de 1000 auxiliaires de puériculture supplémentaires. L'idée, c'est de faire jouer à la mairie le rôle de bouclier social face aux carences de l'État national, en fait. C'est l'objectif avoué.
Et du côté de Chikirou, on retrouve aussi des engagements chiffrés impressionnants. Elle propose 6500 nouvelles places en crèche publique d'ici 2032. Mais il y a une mesure spécifique dans son programme qui m'interpelle sur la mécanique sociologique qu'elle adresse. C'est la création de crèches ouvertes le week-end. C'est une adaptation très lucide à la réalité du marché du travail contemporain, en fait. Expliquez-nous ça. L'administration traditionnelle est généralement calquée sur un modèle du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures. Or, une immense partie des travailleurs essentiels de la métropole ont des horaires décalés. Ceux qui travaillent le samedi ou même la nuit. Exactement. Et ce sont souvent des familles monoparentales. Donc, ouvrir le service public le week-end, c'est utiliser les fonds de la ville pour corriger une inégalité face à l'emploi. Un constat qui est d'ailleurs partagé par l'extrême gauche, puisque Maël Pierrot-Guimbaud demande la réouverture immédiate de 35 crèches actuellement fermées par la municipalité. Ce qui débloquerait instantanément 1800 places. Encore une fois, la mécanique repose sur le fait de forcer l'outil public à répondre à l'urgence, peu importe le coût budgétaire. En fait, si l'on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de ces propositions, on s'aperçoit que les élections de 2026 ne se résumeront pas à choisir un bon ou un mauvais gestionnaire de tableur Excel. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est un véritable point de bascule philosophique. Le choix fondamental repose sur une balance très claire. D'un côté, la volonté de forger une ville gérée au cordeau, qui taille dans ses strates administratives, qui fait appel au secteur privé pour rationaliser les coûts et qui abaisse drastiquement la fiscalité pour relancer l'attractivité du marché. Et de l'autre côté du spectre, l'ambition de construire une ville intensément protectrice qui rejette le dogme de l'austérité. Une ville qui refuse de céder le moindre mètre carré de service public au privé, c'est ça. Presque agressive pour subventionner la petite enfance, les loyers et l'urgence écologique. L'alternative est d'une clarté redoutable. Et c'est la raison pour laquelle il était vraiment indispensable de plonger dans la mécanique de ces programmes aujourd'hui. Parce que derrière les acronymes administratifs, derrière le mécanisme d'une préemption immobilière ou l'émission d'un livret d'épargne municipale, ce qui se joue, c'est la structure même de la vie urbaine. C'est la garantie de trouver une place en crèche, c'est le modèle de ramassage des ordures sous nos fenêtres, et c'est le montant qui sera prélevé sur le compte en banque des propriétaires. C'est ce qui rend la politique municipale d'une grande capitale si captivante. Les rues restent au même endroit, la Seine coule toujours au même rythme, mais les ingénieurs politiques qui convoitent l'hôtel de ville dessinent des plans architecturaux qui mèneraient Paris vers des univers parallèles. Des mondes complètement différents, oui. Pour conclure cette vaste analyse, ces documents soulèvent une question fondamentale, presque existentielle à méditer pour notre public. Laquelle ? À une époque où les grandes métropoles mondiales deviennent des zones hyper gentrifiées et dévorées par l'inflation et la spéculation internationale, quelle est la véritable mission d'une mairie au XXIe siècle ? C'est la grande question. Doit-elle tout mettre en œuvre pour rendre sa ville la plus agile, privatisée, fiscalement légère et compétitive possible sur la scène mondiale ? Ou bien doit-elle se métamorphoser en un bouclier social radical, protégeant à tout prix ceux qui la font tourner de l'intérieur, quitte à s'isoler économiquement des règles du marché libre ? La résolution de cette équation complexe est désormais entre les mains des électeurs.